Je vais pas vous faire perdre votre temps à vous présenter Star Wars puisque vous en avez forcément entendu parler, quel que soit votre âge, votre milieu social, ou encore, si vous êtes intolérant au gluten. Cette tragédie grecque dans l'espace est devenue la référence absolue du space opéra, donnant leur consécration à pléthore de personnages très iconographiques. C-3PO, Chewbacca, la princesse Leia, mais c'est bien son antagoniste qui se démarque le plus du lot, Dark Vador. Sa silhouette imposante, son souffle mécanique et sa voix robotisée l'ont hissé en superstar de la pop culture. C'est simple, je pense que si le personnage existait déjà en 1973, les scientifiques l'auraient carrément foutu sur la plaque de Pioneer. Vous savez, cette espèce de bouteille interstellaire envoyée dans l'espace à l'attention de potentiels aliens pour leur présenter l'humanité. Outre son statut de méchant cultissime, Dark Vador nous a cependant été présenté comme un être complètement tragique dans la trilogie originale. Dans Un Nouvel Espoir, on a une espèce de cyborg de l'espace maîtrisant la force et entretenant un fort antagonisme avec son ancien maître Jedi, Obi-Wan Kenobi. Puis, dans l'Empire contre-attaque, il est humanisé, avec la grande révélation autour de son lien de parenté avec Luke, avant que sa rédemption ne soit mise en scène dans le Retour du Jedi, quand, rongé par le doute, il terrasse l'empereur pour sauver son fils. Son visage défiguré nous est alors dévoilé, puis il succombe de ses blessures. Si le personnage a une trajectoire fascinante dans ses 3 premiers films, le mystère entourant son passé et son identité participait aisément à son succès. Si une partie du voile a été levée à l'issue du Retour du Jedi, la personne qui était Anakin Skywalker avant de devenir Dark Vador nous apparaissait lointaine, presque mythologique. Sa caractérisation reposait sur ce que les autres personnages rapportaient de lui, et sur ce mince échange qu'il entretient avec Luke avant de mourir. Évidemment, George Lucas a par la suite grandement éclairé notre lanterne avec sa prélogie sortie 16 ans plus tard, donnant chair à un Anakin d'abord enfant, puis évoluant vers l'âge adulte. Pour nous spectateurs, l'issue de cette nouvelle saga était déjà gravée dans la roche. À son terme, Anakin allait sombrer dans le côté obscur de la Force et provoquer la disparition de l'ordre Jedi. Dès le début de la menace fantôme, on savait très bien que ce petit esclave à la voix hyper énervante allait mal tourner. Son futur était déjà écrit, et personne n'y pouvait rien. Mais ça, c'est purement métatextuel. En vérité, qui dans la diégèse des films aurait pu prévoir que tout allait à ce point partir en eau de boudin ? The chosen one the boy may be. Nevertheless, grave danger I fear in his training. Ouais, faites comme si personne l'avait vu venir, ok ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de nous perdre dans le lore étendu de Star Wars pour essayer de justifier la chute d'Anakin, comme l'idée totalement lunaire que Palpatine aurait fécondé sa mère par la Force pour en faire l'élu. Non mais sans déconner. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est de savoir si, intradiégétiquement, son basculement était vraiment une fatalité. Ensemble, on va creuser la question de son accompagnement jusqu'à l'âge adulte, et voir si en fait Star Wars, c'est pas juste une énorme tragédie éducative. Salut, moi c'est le Cinéduc, un éducateur qui analyse des œuvres de fiction sous un prisme social et éducatif. Dans La Menace fantôme, Anakin nous est présenté comme un jeune esclave vivant sur la planète désertique Tatooine, avec sa mère Shmi, et possédant un certain talent pour la mécanique, ainsi que le pilotage de vaisseaux. C'est lui qui a construit le droïde de protocole C-3PO, et il bidouille son propre podresseur dans le but de participer un jour à une vraie course. Sa vie morose a déjà l'air toute tracée d'avance, Anakin ne possédant légalement même pas de libre arbitre. Mais il va faire une rencontre qui va changer sa vie et celle de la galaxie à jamais. Alors qu'ils sont en mission pour la République Galactique, 2 chevaliers Jedi, Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi, accompagnés de Padmé, qui n'est autre que la reine Amidala de Naboo voyageant sous couverture, sont contraints d'atterrir sur la planète Tatooine. L'un des compagnons de Qui-Gon, le demeuré et consternant Jar Jar Binks, se fait agresser par une petite frappe locale, et Anakin intervient. Après un petit échange verbal fleuri, il leur offre refuge dans la maison de sa mère, pour se mettre à l'abri d'une tempête de sable s'approchant dangereusement. Immédiatement, le jeune garçon exprime son admiration pour les chevaliers Jedi, ayant remarqué le sabre laser de Qui-Gon à sa ceinture. I saw your laser sword. Only Jedis carry that kind of weapon. Il fait preuve de beaucoup d'intuition, et impressionne le maître par son caractère éclairé. Convaincu de son potentiel, Qui-Gon décide alors de parier sur lui lors de la course de pod, à laquelle Anakin est inscrit, et négocie avec son propriétaire pour l'emmener avec eux en cas de victoire. Un petit tour de passe-passe de force et une course remportée plus tard, Anakin est donc affranchi. Et voilà la première grande rupture dans le parcours d'Anakin. Un enfant de 9 ans est contraint de se séparer brutalement de sa mère, son seul repère affectif, son seul espace de sécurité. Même s'il accepte, même s'il se montre courageux, cette séparation n'est ni préparée, ni réellement accompagnée. Anakin formule alors une promesse démesurée pour un enfant de son âge.
Il promet à sa mère de revenir la libérer une fois devenu Jedi. Dans une lecture éducative, cette scène est fondamentale. Anakin ne quitte pas seulement sa mère, il part avec une culpabilité et une responsabilité d'adulte sur les épaules. On lui demande de renoncer à son plus grand attachement, sans lui offrir de cadre immédiat pour contenir la douleur de cette séparation. Et surtout, aucun adulte ne vient réellement nommer ce qu'il traverse. Cette rupture marque profondément son développement. À partir de là, Anakin associera inconsciemment l'amour à la peur de perdre, et la séparation à l'échec personnel. Sa promesse deviendra une blessure silencieuse, qui nourrira plus tard son obsession du contrôle, et sa terreur de revivre la perte. Ce n'est donc clairement pas une scène anodine, puisque c'est le moment exact où naît la faille affective, autour de laquelle va grandir Anakin. Petit rappel contextuel avant d'embrayer sur l'arrivée d'Anakin sur la planète Coruscant. Les Jedi appartiennent à un ordre spirituel ancien, fondé sur la croyance en la Force, une énergie impalpable qui relie tous les êtres de l'univers. Mais au moment où débute la menace fantôme, la République galactique traverse une période de profonde instabilité. Dans l'ombre, un sénateur de Naboo nommé Palpatine, qui maîtrise en secret le côté obscur de la Force, orchestre un complot visant à affaiblir la République, à faire tomber les Jedi et à instaurer un empire galactique. Avec son apprenti, Dark Maul, il forme l'Ordre des Sith, les ennemis héréditaires des Jedi. L'arrivée d'Anakin sur Coruscant marque un basculement radical. Pour la première fois, l'enfant quitte un monde marginal, rude et chaotique, pour pénétrer le cœur même du pouvoir galactique. La planète capitale, verticale, démesurée, presque déshumanisée, contraste violemment avec l'horizontalité désertique de Tatooine. Ce changement de décor symbolise déjà une rupture profonde. Anakin n'entre pas seulement dans un nouvel espace géographique, il change de monde social, culturel et affectif. Le temple Jedi, lieu sacré dominant Coruscant, incarne l'autorité morale, spirituelle et éducative de l'ordre. C'est ici que les Jedi sont formés dès leur plus jeune âge, arrachés à leur famille afin de favoriser un détachement total des émotions et des attachements personnels. Or, Anakin arrive hors cadre. Il n'est ni nourrisson, ni vierge de toute histoire. Il porte en lui un passé, une mère aimée, une condition d'esclave, et surtout des affects puissants, que l'ordre considère comme dangereux. Et ce serait juste un euphémisme de dire que son accueil est teinté de méfiance. Face au Conseil Jedi, Anakin n'est pas perçu comme un enfant à accompagner, mais comme une énigme à résoudre, voire une menace potentielle. Là où on aurait pu attendre une approche bienveillante et contenante, le regard posé sur lui est avant tout normatif et évaluatif. Dès la menace fantôme, il est question d'une prophétie, annonçant l'avènement d'un élu, capable de ramener l'équilibre dans la Force. Ce qu'on suppose être l'éradication du côté obscur, ou du moins une forme de cohabitation pacifique entre Jedi et Sith. Et les Jedi vont rapidement suspecter Anakin d'être cet être messianique. À partir de cet instant, Anakin n'est plus seulement un enfant arraché à sa mère, il devient un symbole, un enjeu, un pari. Et c'est précisément là que les problèmes commencent. La pédagogie Jedi repose sur un principe fondamental, la maîtrise de soi comme condition d'accès au pouvoir spirituel. Les émotions y sont perçues non comme une ressource, mais comme des failles potentielles. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur. Enfin, vous connaissez le mantra, quoi. Mais à lui seul, il synthétise toute la vision éducative de l'ordre. L'objectif n'est pas d'apprendre à comprendre ses émotions ou à les réguler, mais plutôt de les enfouir. En termes éducatifs, il s'agit d'un modèle très institutionnalisé, où l'individu doit s'adapter à une norme plutôt que l'inverse. En somme, la singularité n'est tolérée que si elle ne perturbe pas l'équilibre du groupe. Anakin, à l'inverse, arrive avec une histoire lourde. L'esclavage, la précarité, la séparation brutale avec sa mère. Ces éléments auraient nécessité un accompagnement spécifique, progressif et sécurisant. Or, la pédagogie Jedi ne prévoit pas de place pour le trauma. Elle fonctionne sur un postulat implicite. Tous les apprentis sont égaux face à la Force, et doivent suivre le même chemin. Cette absence de différenciation éducative place Anakin en situation d'échec latent dès son entrée dans l'ordre. Les évaluations constantes, la méfiance vis-à-vis de ses émotions, et le rappel régulier de ce qu'il ne devrait pas ressentir, renforcent chez Anakin un sentiment de culpabilité et d'inadéquation. Il apprend très tôt que ses peurs ne sont pas légitimes, et que ses colères doivent être contenues. Cette pédagogie de la dissimulation nourrit un clivage intérieur profond. La seule bouée affective dans ce marasme de froideur réside dans la personne de Qui-Gon Jinn. Avec Padmé, il est le seul à lui avoir montré de la bienveillance. Figure à part au sein de l'ordre, il incarne une forme de dissidence douce. Il questionne les décisions du Conseil, suit son intuition et n'hésite pas à s'écarter de la ligne officielle lorsqu'il estime que la Force, et surtout l'humain, l'exige. Cette posture, souvent perçue comme de l'insubordination, fait pourtant de lui le seul Jedi réellement capable d'accueillir Anakin dans sa complexité. Et comme souvent dans les tragédies, les événements prennent une tournure quasi ironique. Lors d'un affrontement avec Dark Maul, Qui-Gon est le seul Jedi à mourir, transpercé par le sabre laser de son adversaire. À cet instant précis, ce n'est pas seulement un Jedi qui s'éteint, mais une voie alternative qui se referme. Avec lui disparaît la possibilité d'un accompagnement fondé sur l'écoute, l'intuition et la reconnaissance des failles d'Anakin. La galaxie ne le sait peut-être pas encore à ce moment-là, mais elle vient sans doute de perdre son ultime chance d'éviter Dark Vador.
La mort de Qui-Gon Jinn constitue l'un des tournants les plus déterminants de la menace fantôme, non seulement sur le plan narratif, mais aussi sur le plan symbolique et éducatif. Elle marque la disparition de la seule figure Jedi véritablement en rupture avec l'orthodoxie de l'ordre, et par extension, la perte de la seule chance réelle d'offrir à Anakin Skywalker un accompagnement adapté à sa singularité. Sur un plan plus large, la mort de Qui-Gon affaiblit durablement l'ordre Jedi. Elle élimine une voix dissidente, capable de questionner les certitudes du Conseil, de remettre en cause la prophétie, ou du moins la manière dont elle est interprétée. En ce sens, Dark Maul ne tue pas seulement un Jedi, il supprime une alternative idéologique. L'ordre se retrouve plus homogène, plus rigide, et donc plus vulnérable à la manipulation de Palpatine. On peut alors envisager un scénario alternatif lourd de sens. Si Qui-Gon avait survécu et formé Anakin, la trajectoire de ce dernier aurait pu être radicalement différente. Non pas parce qu'il aurait échappé à toute tentation, mais parce qu'il aurait bénéficié d'un espace où ses émotions auraient été reconnues et travaillées, plutôt que refoulées. Qui-Gon aurait pu incarner ce tiers éducatif, capable de faire le lien entre l'enfant blessé et l'institution Jedi. Ainsi, la mort de Qui-Gon scelle de manière silencieuse mais irréfutable le destin de la galaxie entière. Elle laisse Anakin face à un système complètement inadapté à sa vulnérabilité, et ouvre un boulevard gigantesque à Palpatine qui saura exploiter ce vide affectif et symbolique. La chute de la République et l'avènement de l'Empire trouvent ici l'une de ses racines les plus profondes, non dans un combat perdu, mais à cause d'un accompagnement interrompu. Le passage de relais à Obi-Wan Kenobi, bien que sincère et empreint de loyauté, n'est pas équivalent. Obi-Wan hérite d'Anakin sans en avoir pleinement désiré la charge, et il ne possède pas non plus la maturité émotionnelle nécessaire pour assumer ce rôle complexe. Contrairement à Qui-Gon Jinn qui pouvait incarner une figure paternelle stable, Obi-Wan ressemble davantage à un grand frère, propulsé trop vite dans un rôle éducatif. Good job. C'est un Jedi sérieux, investi, mais aussi très normatif. Là où son maître savait composer avec les règles, Obi-Wan cherche avant tout à les faire respecter, parfois au détriment de la relation. Anakin apprend très vite que pour être reconnu, il ne doit jamais faillir, il doit cacher ses doutes, et surtout, il doit performer. Be mindful of your thoughts, Anakin. They betray you. You've made a commitment to the Jedi Order, a commitment not easily broken. La sécurité dont il a besoin pour expérimenter, se tromper et apprendre à gérer ses sentiments n'existe pas dans cette relation. Il est encadré, formé, guidé, mais jamais vraiment considéré dans toute sa dimension identitaire. Dans l'attaque des clones, Anakin a grandi. Il a passé 10 ans au temple Jedi, à suivre une formation extrêmement stricte et rigoureuse. Il n'est pas seulement un élève brillant, il est un jeune homme qui ressent intensément. Ses peurs, ses colères, ses désirs, tout est amplifié par l'absence d'un espace où il pourrait les explorer sans jugement. Son amour pour Padmé en est le parfait exemple. Cet attachement naturel et humain est perçu par les Jedi comme une faiblesse, voire un danger. Il doit le cacher, le refouler, le nier. Mais plus il le réprime, plus cette émotion devient une force incontrôlable, prête à le dépasser. Et puis ça fait un dragueur de merde. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Cette double contrainte, l'interdiction de ses sentiments et l'absence de cadre affectif sécurisant, crée en Anakin un conflit intérieur. Il veut faire le bien, rester fidèle aux Jedi, protéger ceux qu'il aime, mais il ne trouve pas le chemin pour le faire sans se trahir lui-même. Chaque frustration, chaque sentiment refoulé devient une énergie potentiellement destructrice. C'est dans ce vide émotionnel que Palpatine, maintenant chancelier de la République, s'insinue. Là où Obi-Wan impose le silence et la maîtrise, Palpatine offre reconnaissance, écoute et validation des sentiments d'Anakin, même lorsqu'ils sont sombres ou interdits par le code de Jedi. Il ne nie pas sa peur de perdre ceux qui lui sont chers, sa colère ou sa frustration. Il les nomme, les accepte, les valorise. Et, insidieusement, il instrumentalise sa construction identitaire fragile. Ainsi, l'amour d'Anakin pour Padmé et sa relation avec Obi-Wan ne sont pas de simples éléments de romance ou de conflit personnel, ils constituent le terrain émotionnel sur lequel s'installe la dérive vers le côté obscur. Ce n'est pas un choix idéologique ou philosophique qui le fait basculer, mais le manque d'un accompagnement humain, combiné à la réfutation de ses besoins. Tandis que la République bat sérieusement de l'aile, Anakin est de plus en plus assailli par des cauchemars dans lesquels il voit sa mère mourir. Envahi par ses visions et incapable de trouver un espace pour les exprimer ou les comprendre, il profite d'une mission où il est censé protéger Padmé pour retourner sur Tatooine à la recherche de Shmi. Sur place, il apprend qu'elle a été affranchie et qu'elle s'est même mariée. Il se rend à la ferme d'Elars, mais ne la trouve pas. Elle a été enlevée par des Tusken, des pilleurs du désert. Anakin se lance alors à corps perdu pour la retrouver, et il y parvient. Mais le drame se produit. Sa mère succombe à ses blessures après avoir été torturée longuement. Et c'est ici qu'éclate pour la première fois la rage destructrice qui bouillonne en lui. Anakin laisse exploser sa colère, massacrant le campement entier.
À ce stade, un autre regard sur la peur, émotion considérée comme la racine du côté obscur, aurait pourtant été possible. La série Doctor Who le rappelle avec justesse. La peur n'est pas une faiblesse, c'est même l'inverse. La peur est un super pouvoir. Elle te rend plus rapide, plus lucide, plus attentif au danger. Elle t'indique ce qui compte vraiment pour toi. I know you're afraid. But being afraid is alright. Because didn't anybody ever tell you? Fear is a superpower. Fear can make you faster and cleverer and stronger. Le problème n'est donc pas de ressentir la peur, mais de ne pas savoir quoi en faire. Chez les Jedi, la peur est perçue comme une faute, un symptôme de corruption imminente. Elle doit être éradiquée, niée, maîtrisée à tout prix. Mais en refusant d'enseigner à Anakin comment vivre avec sa peur, comment l'écouter sans s'y soumettre, l'ordre Jedi le prive d'un outil fondamental de régulation émotionnelle. Et si les Jedi avaient su faire de la peur une compagnonne et pas une némésis, Anakin aurait peut-être appris à s'en servir comme un signal et non comme une menace. Chaque interaction avec Palpatine renforce chez Anakin ce qu'il n'a jamais pu trouver chez les Jedi. Un adulte qui écoute et lui offre une reconnaissance immédiate. Là où Obi-Wan lui impose la retenue et la discipline, Palpatine transforme ses émotions en pouvoir, les légitime, et les utilise pour créer un sentiment de dépendance. C'est une dérive éducative autant que morale. Anakin ne choisit pas le côté obscur par malveillance ou par désir de destruction, mais parce que le système qui était censé l'accompagner l'a privé d'un espace pour grandir émotionnellement. Et c'est précisément cette combinaison qui le conduit pas à pas à devenir Dark Vador. Quand Anakin consulte Yoda pour lui avouer à demi-mot sa peur de perdre Padmé, il se fait carrément envoyer bouler. The fear of loss is a path to the dark side. I won't let these visions come true, Master Yoda. Palpatine, lui, vient combler ce vide, mais à sa manière, en exploitant ses besoins et ses fragilités. La relation devient une forme de mentorat inversé, où la bienveillance apparente cache une manipulation totale. Chaque décision qu'Anakin prend dans la revanche des Sith, trahir le conseil, se rapprocher de Palpatine, suivre ses instincts, s'inscrit dans ce schéma. Ce n'est pas seulement le choix d'un individu, mais la conséquence logique d'un parcours éducatif et affectif incomplet. Le jeune homme brillant, passionné et sensible, a été formé à maîtriser ses compétences, mais jamais à se comprendre lui-même. Et c'est précisément cette combinaison qui le conduit, étape par étape, à devenir Dark Vador. L'événement pivot, c'est lorsqu'Anakin apprend que Palpatine est le seigneur noir des Sith. Son conditionnement l'amène naturellement à rester fidèle à ses valeurs Jedi. Il le dénonce à Mace Windu, et c'est exactement ce que le chancelier souhaitait. Il peut désormais camoufler son arrestation en trahison de Jedi. De son côté, Anakin reçoit l'ordre de ne pas participer à cette opération, mais déchiré par sa peur de perdre Padmé, il sent que sa seule chance de contrecarrer ses funestes visions risque de disparaître à jamais. La scène où Anakin intervient pour sauver Palpatine face à Mace Windu marque ce que l'on pourrait appeler la décence de Dark Vador. En s'attaquant à Mace Windu, Anakin franchit un point de non-retour. Ce n'est plus simplement une erreur de jugement ou une impulsion, c'est un acte volontaire. Puis, fort de sa nouvelle loyauté envers Palpatine, il entreprend de traquer les Jedi jusqu'au dernier. S'ensuit alors une crise carrément psychotique, dans laquelle il finit par lui-même provoquer ce qu'il cherchait à éviter en commettant tous ses actes, à savoir la mort de Padmé. Il devient alors ce que la galaxie redoutait, non pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'aucun adulte n'a su lui offrir un espace pour exister autrement que par le contrôle obsessionnel et la maîtrise. Donc oui, je pense bel et bien qu'une bonne éducation aurait pu sauver Anakin et plus largement la galaxie. Parce que contrairement à Palpatine qui est complètement vissé jusqu'à la moelle, Anakin il ne nourrit pas vraiment d'idéologie problématique à la base. Il passe du statut d'esclave dans son enfance à prodige de la force avant de redevenir un esclave, mais cette fois pour le compte d'un empire qu'il a lui-même aidé à façonner. Il est le triste exemple, poussé un peu à l'extrême, de ce que peut donner une éducation sans humanité. Et c'est Luke qui finit par faire ce que les Jedi n'ont pas su faire à l'époque, voir l'humanité en Vador, en Anakin. Donc, sciemment ou non, en vrai, de la part de George Lucas, je pense que c'est pas volontaire, mais Star Wars nous rappelle que l'éducation ne se limite pas à former des esprits disciplinés. Et peut-être que le côté obscur ne naît finalement pas d'un glissement idéologique, mais d'une négation d'altérité.